Pourquoi, ça c'est ce que j'ai déjà entendu dire, Ouais. à propos, nous allons parler de l'espace maintenant. Donc pourquoi l'espace est-il souvent comparé à un océan? Ah, bonne question. Tu as remarqué qu'on parle souvent de vaisseau spatial, hein. De même qu'on parle de vaisseau sous-marin. En fait, l'espace est comparé à un océan, hein, à une structure qui est déformable, de même que l'océan. Un bateau, l'océan est déformé par la présence d'un bateau, par la présence de masse, de même que l'espace est déformé par la distribution de masse, par la distribution de corps célestes. De par leur masse, les étoiles et les planètes déforment l'espace-temps. Plus la masse d'un corps est élevée, et plus l'espace est courbe. Donc l'espace est courbé par la distribution de masse. Tu vois, dans les théories de la relativité générale, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la matière va dicter à la géométrie, donc la matière va dicter à la géométrie comment se courber. Autrement dit, la matière va dicter à l'espace comment se courber, comment se déformer. Et au contraire, l'espace, lui, la géométrie va dicter à la matière comment se déplacer. C'est pas mal ça, non? Dans les théories de la relativité générale, c'est ce que ça dit. Hein. En fait, ça paraît extrêmement complexe lorsqu'on résout les équations de la relativité générale. Mais bon, si j'avais l'équation devant les yeux, là, je t'expliquerais mot par mot qu'est-ce que ça veut dire. En français, par mathématiques. En français, je t'expliquerais qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en gros, le contenu de l'univers est égal à sa géométrie. La géométrie, si tu veux, c'est le contenant et le contenu. Le contenu, la géométrie du contenant va dépendre du contenu. C'est simple à comprendre, non? Oui, bah, c'est comme l'eau, tu remplis un récipient, l'eau occupe le volume. Voilà, exactement. Donc en fait, la densité du contenu va modéliser, va façonner le contenant. En gros, c'est tout bête, mais c'est ce que dit la théorie de la relativité générale, les équations en tout cas. Quand tu les résous, ces équations-là, ça donne la possibilité à des univers dont la géométrie est différente. Soit elle est plane, soit elle est hyperbolique, soit elle est sphérique, d'accord? Ça vous donne une idée du destin de l'univers qui va dépendre de son contenu total, du bilan énergétique total de l'univers, donc son contenu, comment l'univers va évoluer, mais ça va dépendre de sa densité, de sa courbure, d'accord? Donc ça, ce sont des choses qu'on arrive à calculer. Donc, alors, tu as posé une question. Pourquoi l'espace est comparé à un océan? Ouais. Mais en fait, écoute, tu as déjà entendu parler des ondes gravitationnelles? Oui. Tu sais qu'est-ce que c'est ou pas? Au niveau technique, ça je ne pourrais pas t'expliquer, je n'ai pas la... Alors, les ondes gravitationnelles ont été découvertes en 2016, tu vois. Mais c'est un truc qui est fascinant, c'est démentiel ce truc-là. les ondes gravitationnelles, si tu veux, c'est des vagues d'espace-temps. C'est marrant, des vagues d'espace-temps. Tu imagines des vagues de la mer, hein, quand il y a mauvais temps, la mer est furieuse et démontée, mais on sait que c'est le vent, la rotation de la Terre et le vent qui provoquent ces vagues de la mer. Mais dans l'espace, d'où viennent ces vagues d'espace-temps? D'où ça vient à ton avis? Bah, il peut y avoir des vents comme les vents solaires, par exemple. Le vent solaire peut... Oui, non, ils ne sont pas assez... c'est pas assez puissant. Le vent solaire n'est pas assez puissant pour impacter l'espace-temps. Le tissu spatial de l'espace-temps. Tu sais qu'est-ce qui va
quel phénomène hyper violent, mais hyper violent de chez violent, qui va impacter la structure de l'espace-temps, c'est la collision. C'est une collision entre deux objets supermassifs. Ah oui. Deux supernovas ou... Les trous noirs. Ou les trous noirs. Ça peut être une collision de deux trous noirs. Deux trous noirs. Ou encore une collision entre trous noirs et étoiles à neutrons, qu'on appelle aussi les pulsars. Alors, trou noir versus pulsar. Quand les deux entrent en collision, aïe aïe aïe, ça fait très mal. Ces deux objets super denses ont la capacité d'ébranler l'espace-temps au point de le faire vibrer. Et dans ces cas-là, on arrive à détecter des ondes gravitationnelles par des objets, par des machines, par des machines qui sont ultra sensibles. On a déjà détecté plusieurs fois des ondes gravitationnelles. Et en fait, c'est fabuleux parce que c'est une prédiction qui avait été faite dans les théories d'Albert Einstein. Albert Einstein avait déjà prédit, si sa théorie est juste, si la relativité générale c'est une théorie qui est juste, eh bien, en prédiction, on devrait observer des ondes gravitationnelles. Donc, si vous voulez, si tu veux, les ondes gravitationnelles devraient être, en fait, c'est une conséquence, en fait, c'est une conséquence, en fait, de l'ébranlement de la structure de l'espace-temps. Albert Einstein devrait avoir le prix Nobel à titre posthume. Puisque c'est quelque chose, c'est un élément factuel qui est venu approuver, confirmer sa théorie. Tu vois? Donc, ça c'est fabuleux. Donc, si tu veux, c'est des espèces de vagues, de vaguelettes d'espace-temps qui ondulent, lorsque deux objets monstrueux comme un trou noir et un pulsar entrent en collision. Oh là là, je te dis pas, hein, c'est terriblement puissant. Hein. Eh ben, c'est clair, ça va... tout l'espace-temps, le tissu spatial va se mettre à vibrer. Et c'est ça qu'on va détecter. En fait, nos instruments à nous, qui sont super sensibles, les instruments des scientifiques vont pouvoir détecter ces ondes gravitationnelles-là. Et le premier à l'avoir... la première vague... la première vaguelette, plutôt, résultant de la fusion de deux trous noirs, a été détectée en 2016. Voilà. Et donc... Puisque, voilà, ce sont des éléments qui montrent que l'espace, l'espace possède les propriétés de la mer, d'un océan, tu comprends? D'où l'expression voguer dans l'espace-temps, vaisseau spatial, ok? Parce que la mer, il y a aussi des vaisseaux sous-marins. En parlant des vaisseaux spatiaux, alors qu'est-ce que ça peut... Imagine, un vaisseau spatial navigue. Oui. Là, en pleine tempête, là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Un vaisseau spatial qui navigue en pleine tempête. En pleine zone gravitationnelle qui sont... Oui. Est-ce que ça peut l'impacter? Bien sûr. Comme un bateau sur la mer? Mais c'est ça, c'est ce qu'on observe, bien sûr. Tu veux dire un vaisseau spatial, oui, qui est sous le... Et bien sûr, il vaut mieux ne pas être dans le coin. Oui, c'est ça. Il vaut mieux pour le vaisseau spatial ne pas être dans le coin. Quand ça arrive, écoute, tu imagines, il y a des mondes qui sont... qui subissent cet impact, il y a des mondes qui sont pulvérisés. Hein, ah oui, d'accord. Ah, bien sûr. C'est à ce Il y point-là. a des mondes qui sont pulvérisés à ce moment-là. Imaginez une supernova. Une supernova, c'est quoi? C'est une explosion d'étoiles. Une étoile abrite en général un système planétaire. Donc si l'étoile explose, qu'est-ce qui va devenir du système planétaire à côté? Il explose aussi? Ah ben voilà. Voilà. Très bien. Bien. Alors, j'aurais une question subsidiaire. Hein, oui. En parlant de mer. D'après toi, qu'est-ce que c'est que la mer de Dirac? Ah, Dirac. Alors, Dirac, c'est un physicien, je ne sais pas si tu es au courant, c'est un physicien britannique qui était très brillant, mais je dirais même presque aussi, même plus brillant qu'Albert Einstein. Mais seulement, il est un peu méconnu, puisque, bon, il était autiste, il était plutôt réservé, mais il était super brillant. Je dirais, oui, je confirme, Paul Dirac, physicien britannique, était plus brillant mathématiquement qu'Albert Einstein. Parce que même Albert Einstein était perdu dans ses équations. Il a créé un secours. Au secours! Albert Einstein a créé un secours parce qu'il n'arrivait pas lui-même à résoudre ses propres équations. Il a demandé de l'aide à certains de ses étudiants qui étaient plus brillants que lui en mathématiques. Je dis bien en mathématiques. Parce qu'Albert Einstein était un physicien. Ok? Pas un mathématicien. Donc, alors, Dirac, la mer de Dirac, qu'est-ce que ça peut être à ton avis? C'est intéressant, en fait, la mer de Dirac, pour résumer ce que c'est un état d'équilibre, en fait, un état d'équilibre thermique. Hein? Là, on parle de la mer encore. Hein? C'est un état d'équilibre parfait, qu'on appelle l'énergie du point zéro. L'énergie du point zéro, voilà ce que c'est la mer de Dirac. Où des particules peuvent surgir à tout moment, des particules virtuelles.
peuvent se manifester dans la matière. Il y a un niveau zéro qu'on appelle l'état d'énergie fondamentale, au-dessus de laquelle les particules se matérialisent sous l'effet d'un choc, sous l'effet d'une friction. Et une friction qui est produite par quoi? C'est une friction qui est... Alors, dans la matière, cette friction-là est produite au CERN, lorsqu'on fait collisionner des particules. Ah oui. Ok? Lorsqu'on fait collisionner des protons, par exemple, il y a un choc. L'énergie qui résulte du choc va produire de la matière et de l'énergie. D'accord? L'énergie cinétique des particules, effectivement, va se matérialiser. Et donc, en fait, pour que la matière puisse apparaître, il faut que E égale, on dit E égale MC2, mais il faut que là, E égale 2 MC2. D'accord? Il ne faudra pas qu'il y ait égalité. Il faut que, voilà. N'oublie pas, la mer de Dirac, c'est un état d'équilibre. Donc, pour que la matière puisse émerger, il faudrait que cette énergie-là soit supérieure à 2 MC au carré. D'accord? C'est logique, non? Voilà, donc imagine, on est dans la belle au bois dormant, voilà, tout le monde est en train de faire son dodo, on sommeille, voilà, une période de sommeil d'une centaine d'années, voilà, il n'y a rien, tout est calme, c'est la solitude parfaite, mais la solitude poussée à l'extrême. Et là, brusquement, boum, il y a un choc, une friction qui va pousser à la matière virtuelle, aux particules virtuelles de se matérialiser. Voilà. Cet équilibre-là, encore une fois, correspond à un état fondamental qu'on appelle la mer de Dirac. Et c'est ça qui est responsable de la manifestation de la matière dans la matrice. D'accord? Tout simplement ça. Mais en même temps, ça correspond aussi à un état de... On va dire, lorsque les particules sommeillent, ils sont dans un état différent. Ils sont, on va dire, dans un état virtuel. D'accord? Ils sont vraiment dans un état virtuel, ils ne sont pas manifestés encore. Ok? Et ça, c'est assez intéressant dans la mesure où il faut vraiment une friction, il faut ce qu'on appelle l'excitation du vide quantique, comme on dit en physique. Il faut que le vide, qui n'est pas vide, parce que ça correspond à un vide bouillonnant, un vide qui vraiment bouillonne, qui est rempli d'énergie. Donc il n'est pas vide en fait, mais il faut cogner ce vide-là, il faut le cogner avec une certaine force. Il faut y aller, il faut pas y aller, il faut y aller franchement. Mais... Et donc, et c'est ça, le fait de faire des collisions, de faire des frictions ou des chocs. Donc, soit on le fait ça au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire, d'accord. Donc, on va permettre à la matière de se manifester. Voilà. Autrement, s'il n'y a pas cette friction-là, c'est l'équilibre parfait, qu'on appelle la mer de Dirac. Mais, je rajoute quelque chose, on pourrait faire un parallèle entre la mer de Dirac et la mer de Higgs. La mer de Dirac et la mer de Higgs. La mer de Dirac, c'est l'énergie du point zéro dont j'ai parlé, l'énergie du point zéro. Et la mer de Higgs pourrait être ce champ adamantique. Ce champ adamantique, justement, qui était là au tout début de l'univers, au moment du Big Bang. Son univers était bien chaud. Et ce champ adamantique-là qui est responsable de la naissance de toutes les particules massives. D'accord? Donc je dirais, à ton avis, je te pose une question, à ton avis, qu'est-ce qui a précédé l'un? La mer de Dirac ou la mer de Higgs? Qu'est-ce qui était là avant, à ton avis? La mer de Dirac. Exact, c'est vrai. C'est logique, hein? Bravo. Oui. Eh bien voilà, écoute, c'est bon, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, pas pour l'instant, ce sera pour le prochain épisode. Ouais. Voilà, écoute, je te remercie. Merci à toi. De rien. Et on se retrouvera prochainement, très bientôt. À bientôt. Ouais.